vous êtes là à ce colloque sur la sécurité sociale et sur les enjeux de la sécurité sociale dans le cadre d'une tournée qu'on organise et qui a démarré, qui a fait déjà 2 dates, une à Lannemezan, une à Sénéac, qui a réuni pas mal de monde. Et du coup, ce colloque va être là aussi parce que des gens posent des questions sur les enjeux, sur effectivement aussi les attaques, les dernières attaques sur le budget. Viennent, parce que ça fait quand même 75 ans qu'on fait en sorte de la casser. 80 ans, même, voilà. Elle a 80 ans et ça fait presque 80 ans qu'on essaye de la démolir et ça continue. Alors voilà, donc effectivement, Sylvie, elle va nous parler sans doute des batailles qu'elle mène à l'Assemblée et sans doute que Caroline nous parlera des batailles qu'elle a menées à l'Assemblée. Donc je vous présente rapidement Caroline. Voilà, donc est en visio, vous comprenez, à cause des intempéries, évidemment, puisque elle a essayé de prendre le train, l'avion, tout ça, mais bon, les choses ont été annulées, enfin, c'était très compliqué, donc voilà pourquoi nous l'avons qu'en image. Mais merci d'être là, Caroline. Oh, mais ce n'est que partie remise. Oui, voilà. Alors, donc, c'est une ancienne députée, Caroline de Meurthe-et-Moselle, de la 6e circonscription. Elle a été députée de 2017 à 2024. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale et elle était de son métier aide-soignante et c'était la première aide-soignante à être élue à l'Assemblée nationale. Donc, c'est aussi une grande fierté. Elle a mené beaucoup de batailles et notamment elle a participé à beaucoup de projets de loi, dont un notable sur la suppression et le doublement des franchises médicales. Et puis elle a fait un discours très remarqué en 2020, qui a beaucoup marqué voilà, sur, sur la loi sur la bioéthique et la programmation médicale assistée. Voilà pour la présenter rapidement, parce qu'on a donné 5 minutes. Hein, donc Sylvie, on ne la présente plus, elle non plus, elle est élue elle, depuis 2022. Elle fait partie de la commission de développement durable à l'Assemblée nationale. Et elle a écrit avec Adrien, je crois, une proposition de loi sur les pharmacies médio-rurales. Voilà. Donc, je parle que des choses et des batailles qui sont menées dans le cadre de la discussion qu'on va avoir ce soir, parce qu'elles mènent des batailles sur des tas de fronts, mais elles en parleront mieux que moi, sans doute. Alors voilà, elles vont toutes les deux parler, chacune à leur tour, et puis ensuite on aura un temps pour poser des questions, et une petite conclusion avant un petit temps de repas. Voilà. Donc je donne la parole à qui d'abord? Caroline peut-être. D'accord. À toi Caroline alors. Alors à moi. J'espère que je ne vais pas être, parce que déjà que je ne suis pas sur place, ne vous endormez pas, ça me gênerait. Mais j'avais à cœur de vous reparler de l'histoire de la sécurité sociale, de sa création, parce que quand on parle de PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, il faut quand même se rappeler d'où on vient. Alors, la naissance de la sécurité sociale, parce qu'il faut tordre le cou à certaines idées reçues, encore aujourd'hui, et c'est Karl Marx qui disait que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Donc, on croit tous connaître l'histoire de la création de la sécurité sociale, les 5 millions d'adhérents de la CGT, le plan complet de la Sécu, prévu par le Conseil national de la résistance et ses ordonnances qui l'instituent. Et ça semble couler de source, mais la réalité est bien plus complexe. L'image d'Épinal, c'est que dans une grande nation, dans une grande union nationale, le régime général est créé. Et s'il y avait peut-être un consensus sur le fait d'améliorer les droits au sens de plus de générosité quant aux prestations servies, sur la façon de le faire, ça tangue beaucoup plus. La question cruciale, ignorée aujourd'hui, c'est de savoir qui contrôle cette institution. Et le premier point sur lequel vraiment je voulais insister, c'est qu'on présente toujours la Sécu comme quelque chose de défaillant, qu'il faudra absolument réformer parce que mal géré, toujours en déficit, comme si c'était un problème d'argent et que les économies s'imposeraient comme une évidence. Alors, c'est évidemment une présentation biaisée qui veut faire apparaître comme inévitable ce qui relève de choix politiques. On occulte aujourd'hui la dimension politique et humaniste de la Sécu pour en parler comme un outil purement technique parce que c'est cette vision purement administrative qui domine. Mais il est important de se rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. Le premier constat, c'est qu'au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas plus d'argent qu'aujourd'hui, on en est tous d'accord.
Ce n'est pas une situation où l'État se serait dit: «Allez, on a de l'argent, on y va». La création de la sécurité sociale, c'est une conquête, c'est le fruit d'une lutte et ce n'est pas une décision économique rendue possible par une accumulation préalable de richesses. La Sécu, c'est le conflit. À son origine, il n'y a pas eu de débat entre parlementaires, c'est peut-être pour ça que ça a fonctionné, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de consensus apaisé sur le sujet. Ce qu'il y a eu, ce sont 2 guerres mondiales et la résistance. Alors, pour résumer de façon un peu triviale, mais c'est presque une compensation que l'État était obligé de concéder aux citoyens qu'il avait envoyés à la guerre. Et la guerre impacte toute la population qui a dû payer l'impôt du sang, qui est sortie blessée ou tuée et qui n'est plus en mesure de prendre en charge leur famille. Au lendemain de la guerre, si l'État avait laissé les gens sans rien, ça aurait été l'explosion sociale. C'est en partie ce qui s'est passé et c'est cette conflictualité qui explique que la Sécu a été rendue possible alors que le pays était plus pauvre en sortant de la guerre qu'en y entrant, évidemment. On ne crée pas la Sécu en 1945. On unifie un capharnaüm préexistant, un millefeuille de couverture par profession, par branche, par catégorie de salariés, par type de risque, auxquels s'ajoutent les mutuelles et les caisses syndicales et patronales, sans compter l'influence cléricale de l'époque. L'enjeu dès le début, c'est que la Sécu peut devenir un formidable outil d'émancipation du salarié géré par les travailleurs, à bien retenir, par les travailleurs. Et ce que le patronat a bien compris, c'est que toute une partie du PIB sera alors susceptible d'échapper à la loi du marché dans la gestion de cette politique publique à toute forme de paternalisme. Ce qui change en 1945, c'est le pouvoir sur la Sécu. Alors, je vous propose de voir quelques points précis. Une des grandes victoires lors de la création de la Sécu, et on l'a largement oublié aujourd'hui, c'est qu'elle était en partie gérée par les intéressés eux-mêmes. Aujourd'hui, ce que les gens connaissent de la sécurité sociale leur est largement étranger et ça se décide entre l'État et les parlementaires à travers le PLFSS, que j'expliquerai plus tard. Et finalement, c'est pour la majorité des gens, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est pour ça que c'est indispensable de se souvenir que ça n'a pas toujours été le cas. À la création de la sécurité sociale, il y a dans les caisses une majorité élue par les cotisants et l'institution était dirigée en majorité par ceux qui en étaient bénéficiaires, je répète. L'institution était dirigée en majorité par ceux qui en étaient bénéficiaires. Et ça fait tomber une forme de méfiance sociale. Par exemple, la croyance que celui qui revendique un droit est par principe un fraudeur. Ça coupe court au paternalisme des formes de protection sociale d'avant 1945. Mais il existe dès l'origine un conflit politique sur la représentativité dans ces caisses qui contrôlent l'institution. Un exemple important, c'est le fait que dès le début, il y a eu un désaccord sur la composition des caisses. Comment s'organise le pouvoir de la Sécu? Les militants de la CGT ont vraiment été la cheville ouvrière de la création de la Sécu après que la CFTC se soit déclarée contre ce projet. Et dans les discussions préalables à l'écriture des ordonnances d'octobre 1945, la CGT voulait une représentation démocratique. Une personne, une voix. Mais l'opposition, forte des conservatismes, débouche sur une répartition 3/4 ouvriers, 1/4 patronat. La gestion démocratique est combattue sans interruption depuis le premier jour. Les ordonnances amenées de 1967 signent une défaite majeure. Les administrateurs ne sont plus élus par les cotisants, mais désignés par les organisations syndicales, ce qui symbolise l'éloignement entre la gouvernance du système et les travailleurs. En plus, la répartition des sièges passe de 3/4, 1/4 à 50-50. Ce qu'on appelle le paritarisme est une grande défaite. Le patronat, qui représente si peu démographiquement, pèse autant sur le choix de l'institution que les salariés, qui sont la grande majorité de la population. Et les ouvriers voulaient aussi une sécurité sociale unifiée avec des risques unifiés. Accidents du travail, allocations familiales, santé, retraite. Et l'intérêt d'une Sécu unifiée, c'est que ça fait une surface financière importante. Et donc, que si une caisse est en difficulté une année, ça peut être compensé par une autre. Ça a été refusé de suite avec la séparation des allocations familiales qui, à l'époque, sont le premier budget de l'État. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que la lutte commence dès le début. Ce n'est pas un démarrage avec une unanimité nationale qui aurait duré jusqu'au choc pétrolier des années 70. Et pouf, la faute n'a pas de chance, il faut maintenant faire des économies. Le pouvoir sur l'institution, c'est
qui fait glisser la raison d'être de la Sécu. La devise initiale de la Sécu, normalement tout le monde la connaît, c'est chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. En changeant de pouvoir, on arrive à chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon son niveau de risque. Donc on voit comment, d'une part, les bénéficiaires avaient réussi à prendre le pouvoir sur l'institution avant que l'État ne s'attribue un rôle central dans la gouvernance du système. Ne laissons aux organisations syndicales qu'un rôle mineur, et on voit aussi comment les débats sur le déficit de la sécurité sociale ont été rendus possibles alors qu'une autre façon de fonctionner était envisagée. Alors, on peut s'intéresser au financement de la sécurité sociale. D'abord, sur l'aspect des ressources, il faut tordre le cou à une idée reçue. On pense souvent que Sécu égale cotisation. Oui et non. Parce que la cotisation sociale représente aujourd'hui environ 55% des financements du régime général de la sécurité sociale. 45% est assuré par l'impôt et notamment la CSG pour contribution sociale généralisée créée en 1990. Et quand on parle de régime général, il faut avoir conscience que ce n'est qu'une partie d'un tout. Quand on parle des administrations de la sécurité sociale, ça comprend régime général, régime complémentaire, les régimes spéciaux, le fonds des réserves, des retraites de la CADES. Et donc, si je vous dis cela, c'est parce que souvent vous nous avez entendu, ou vous entendez encore dans l'hémicycle, les députés insoumis vous dire qu'aujourd'hui, la sécurité sociale est financée par l'impôt et non plus par les cotisations. C'est le cheminement que je viens de vous parler. Et sur les prélèvements obligatoires qui pèsent vraiment un rôle, qui ont vraiment un rôle important, parce que l'impôt est un versement obligatoire sans contrepartie. La cotisation sociale est un versement obligatoire avec contrepartie. Elle donne accès à des droits sous forme de prestations sociales. Donc, avec les cotisations, on prend une partie de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise, et on décide de l'affecter aux parents avec les allocations familiales, aux chômeurs avec l'indemnisation chômage, aux retraités avec les pensions, etc. Avec un impôt, on pourrait croire qu'on est dans la même logique de distribution. Mais attention, attention-nous un moment au prélèvement, le point de départ, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Elle se partage entre salaire et profit. Si on augmente la part de cotisation, on diminue la part de la valeur ajoutée qui va au profit. En taxant le profit par l'impôt, c'est le profit qui sert de point de départ au financement de la prestation sociale. Ça veut dire que le profit devient indispensable. Et c'est là bien le problème. Et à l'inverse, si on augmente le salaire en augmentant la cotisation sociale, on réduit automatiquement le profit, on ne le taxe pas. La cotisation, c'est un outil d'émancipation qui permet de s'affranchir du capital. Parce que là où l'impôt vient corriger les inégalités en prenant aux riches pour donner aux pauvres, la cotisation vient contester la distribution même des richesses. Avec la cotisation, on ne corrige pas après coup des problèmes, on les règle à la racine. Donc, il faut s'attacher à deux autres effets concernant le financement. D'abord, le pouvoir sur le taux de cotisation et ensuite les conséquences du choix de l'impôt. En 1945, quand la Sécu, telle que nous la connaissons, est créée, le taux de cotisation salariale et patronale était doublé de 16 à 32% du salaire brut. C'était totalement révolutionnaire. Mais les élus des caisses d'administration n'ont jamais eu le pouvoir de décider du niveau de cotisation. L'État a réussi à conserver la mainmise sur ce taux et ça se manifeste par le gel des taux de cotisation. Autre intervention de l'État sur les cotisations, elles sont qualifiées à tort de charges sociales, comme si elles avaient pour seul effet d'alourdir le coût du travail et qu'à l'inverse, les exonérations auraient un effet incitatif sur l'emploi. C'est faux. Toutes les études sérieuses montrent qu'il n'y a que très peu d'effets des exonérations sur l'emploi. Sur les ressources de la Sécu, en revanche, l'effet est direct et pas dans le bon sens. Ensuite, on voit qu'en choisissant la cotisation ou l'impôt, on ne finance pas le même pouvoir. Avec la cotisation, on donne plus de pouvoir à la Sécu, avec l'impôt à l'État. Et au-delà du pouvoir d'augmenter ou non le taux de cotisation, on va voir ce que ça implique en termes de dépenses de santé. Et je vais vous parler du fameux trou de la sécurité sociale et de la dette de la sécurité sociale. On va se concentrer sur les dépenses. Quels sont les choix de dépenses? Quelle est la logique derrière? Comment ça marche concrètement?
C'est avec les ordonnances de Juppé de 1996 qu'apparaissent les instruments qui permettent à l'État de diriger la sécurité sociale et donc de décider comment se décomposent les dépenses de santé. Et le premier instrument, ce sont des lois de financement de la sécurité sociale votées au Parlement tous les ans, le PLFSS. Et ce PLFSS détermine ce qu'on appelle l'ONDAM, pour l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, que, à la France Insoumise, nous souhaitons faire disparaître. Et cette politique est déployée à travers des ARS, des agences régionales de santé, qui sont comme des préfectures, et ça change tout. Ce n'est plus une logique d'adaptation à des besoins de santé, c'est une façon de dire, voilà, on a tel budget, il faut que ça rentre. Et ça revient à dire que, passé à un certain stade, l'augmentation des dépenses de santé ne serait pas acceptable car impossible à financer ou liée à une forme de surconsommation et de fraude. Et c'est le retour du paternalisme et de la défiance sociale. Et la conséquence directe, c'est d'imposer une priorisation des prestations en séparant ceux qui ont droit des autres. À l'inverse, quand les caisses sont gérées par les intéressés, la tendance sera d'universaliser l'accès aux droits. On fait passer la devise initiale de la Sécu, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, à chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon son niveau de risque. Aujourd'hui, on est dans une politique de ciblage sur quoi on choisit d'être solidaire. Pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, la Sécu joue son rôle pour les besoins prioritaires, c'est-à-dire considérés comme prioritaires par le gouvernement. Les plus malades, comme les ALD, affections longue durée, dont les soins sont remboursés à 100%, ou des plus pauvres avec des complémentaires santé publique encore. Et dans les faits, ce n'est pas une prise en charge à 100%, il y a des trous dans les filets et on voit que le périmètre des prestations prises en charge diminue inexorablement. Et pour les autres, le marché doit se développer et apporter un complément de prise en charge privée pour les soins jugés moins prioritaires. Le dentaire, l'optique, il faut repayer une complémentaire privée. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que moins de cotisations égale plus de salaire disponible. On perd plus que ce que l'on croit avoir économisé. Tout simplement parce que la Sécu est non seulement plus solidaire, mais aussi plus efficace financièrement. On entend une petite musique selon laquelle il faudrait responsabiliser les gens de leur consommation de soins de santé, comme s'il y avait un abus, comme si le système n'était pas soutenable, et il faut combattre cette version infantilisante et malhonnête. Et ça, c'est pour une raison très simple. On voit que la logique de l'État, c'est une logique de couverture de risque plus que de réponse à un besoin. On va vieillir, on va tomber malade, et l'enjeu n'est pas de savoir si on va rencontrer ces risques, mais comment on s'organise et on organise leur prise en charge. Et là, la Sécu publique est toujours plus efficace que les assurances privées. Une autre lecture est possible qui consiste à mettre les besoins de santé au centre de la question et ensuite à repenser la question des ressources et de la façon d'atteindre l'équilibre budgétaire. La majorité des médias et les politiques parlent de la Sécu sous une angle essentiellement budgétaire. Le sous-texte de tout ça, c'est que la Sécu serait en déficit et un déficit qui serait lié à une mauvaise gestion. Dans l'inconscient collectif, pour sauver la Sécu, il faudrait faire des économies. On parle de trou de la sécurité sociale, là où il serait plus exact de parler de besoin de financement de la sécurité sociale. On peut résumer un besoin de financement par le fait que les dépenses sont supérieures aux recettes. Mais contrairement à ce qu'on pense, ce besoin de financement n'est pas lié à une mauvaise gestion, mais à des choix politiques. On a vu précédemment que le régime général n'est qu'une partie des administrations de la sécurité sociale. Ce qui est peu connu, c'est que tous les ans, les assos sont excédentaires. C'est-à-dire que le régime général, c'est celui qui est considéré comme le vilain petit canard, car toujours en déficit. Mais je vous ai dit que l'une des obsessions des adversaires de la Sécu a toujours été de séparer les risques, séparer les caisses, ce qui empêche la compensation entre les risques. Et si on va plus loin, les fluctuations des ressources et des dépenses proviennent directement des crises du capitalisme et des réponses qui y sont apportées. Et les ressources sont assises sur les salaires avec les cotisations et la CSG, et donc directement dépendantes de l'emploi. Donc, quand on est en période de crise, le chômage de masse
réduit les cotisations et les besoins sociaux augmentent. On va prendre un exemple simple. Entre 2008 et 2009, le déficit a été multiplié par 2. Est-ce que c'est parce qu'on a vraiment plus mal géré que les années précédentes? Est-ce que les gens ont été 2 fois plus malades, que la fraude sociale a explosé? Ou est-ce que tout simplement la crise financière des subprimes? Et voilà pourquoi. Je dis que, outre les crises du capitalisme, le problème, c'est aussi les réponses qui y sont apportées. L'État développe une politique d'exonération des cotisations, accusée d'alourdir le coût du travail. Or, jusqu'en 2018, l'État devait compenser ces exonérations. Mais il a décidé de faire voter une mesure permettant de déroger à cet article. C'est donc une perte sèche pour la sécurité sociale de plusieurs milliards d'euros pour aucun résultat sur l'emploi. Alors, comment satisfaire le besoin de financement si on refuse d'augmenter les ressources et que l'État ne compense plus les pertes qu'il crée? C'est là qu'apparaît la CADES, pour la Caisse d'amortissement de la dette sociale, créée par l'ordonnance de 96. Et la CADES reçoit régulièrement des déficits des différentes branches du régime de la sécurité sociale, financés par un impôt prélevé à la source sur les revenus. Et la CRDS, donc contribution au remboursement de la dette sociale, emprunte de l'argent sur des marchés financiers pour rembourser les déficits de la sécurité sociale. Donc, en fait, en conclusion, ce que j'ai voulu vous démontrer, c'est que dans la situation actuelle de la sécurité sociale, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas un mauvais modèle économique qu'on aime bien d'une façon un peu irrationnelle, un peu mignon, comme un camarade indigent à qui on fait toujours prêter 10 balles et on continue de le faire parce que on l'aime bien, ce copain, et on le connaît depuis longtemps, mais de temps en temps, on lui dit ce serait vraiment bien de te prendre par la main. Et on pourrait se demander pourquoi il faut vraiment sauver la Sécu. Je me demande simplement si on aurait vraiment envie de vivre comme aux États-Unis, où 42 millions d'Américains ne disposent pas d'assurance maladie, 15% de la population. Pour que cela, une consultation chez le généraliste coûte entre 100 et 200 $ et l'hospitalisation peut monter jusqu'à 4 000 $ par jour. N'oubliez jamais ce que disait Bernard Maris, les libéraux sont des adeptes du darwinisme social, de l'élimination des faibles par la bienveillance sélection naturelle. Est-ce que c'est le modèle de société qu'on veut? Non. Il faut déconstruire le discours dominant sur la sécurité sociale, mal géré, toujours en déficit. On l'a vu, les déficits ne sont pas naturels, liés à une mauvaise gestion, ils sont organisés. La Sécu est frappée par beaucoup d'injustices sur lesquelles les médias s'attardent beaucoup moins que le fameux trou de la Sécu. Est-ce qu'on vous a rabattu les oreilles avec la dette Covid autant qu'avec le trou de la Sécu? Non. Et pourtant, rien ne justifie ce tour de passe-passe réalisé par l'État. Si ce n'est que quand on veut son chien, on dit qu'il a la rage. Les gouvernements organisent les déficits de la sécurité sociale pour faire toujours plus de place au privé, aux complémentaires santé en premier lieu, et avec une logique qui consiste à dire il y a tel budget et pas au-delà. Ça devient à recourir à la dette pour tout l'excédent. Une dette qu'on va financer sur les marchés qui sont à l'origine même des crises et de l'augmentation des dépenses de santé. Pensez qu'on a été financé la dette créée par la crise des subprimes en retournant sur les marchés à l'origine d'une crise économique mondiale. Et à la fin, on accuse la Sécu d'être un gouffre financier, la boucle est bouclée, mais c'est une absurdité sans nom. Il faut oser défendre notre vision du monde et de notre Sécu. Le capitalisme n'est pas une fatalité, un autre monde est possible. L'ambition initiale de la Sécu, c'était d'en finir avec les angoisses du lendemain et de mettre l'humanité à l'abri du besoin. C'est à notre portée pour autant que nous tous, collectivement, décidions de nous emparer du sujet et de ne plus accepter l'inacceptable. Et je vais naturellement terminer par les paroles d'Ambroise Croizat. Ne me parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. Ça va vous attendre. Merci Caroline de nous rappeler ces fondamentaux et les discours pernicieux qu'il y a pour faire ces attaques-là et le choix politique. Caroline, ouais. Il y a.
Merci beaucoup. À toi la parole alors, du coup. Donc merci pour ton intervention, Caroline. Bon, merci à tous et toutes d'être là ce soir, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Il y a peut-être des personnes qui ont renoncé. Voilà, on n'a pas de chance. C'est comme ça. La tempête, c'est du sabotage. Voilà, donc Caroline, elle a fait le tour. Alors moi, je vais reprendre peut-être aussi des éléments dont elle a parlé, mais peut-être avec des chiffres aussi, parce que j'ai récupéré quand même quelques chiffres. Et donc, déjà, je voudrais remercier aussi que nos militants là, pour la soirée, pour l'organisation, parce que c'est quand même, mine de rien, pas mal de travail. Il y a eu des centaines de tracts qui ont été distribués. Mon équipe aussi qui est là ce soir, Marion, qui est à la manette pour filmer, qui nous a installé tout le matériel, et Wissal qui est là ce soir aussi. Donc merci à tout le monde. Donc l'objet de la soirée ce soir, c'est quand même, ça a été dit, hein, c'est un anniversaire particulier, puisque il y a 80 ans, les premières ordonnances instituant en France la sécurité sociale ont été promulguées. C'est une véritable révolution dans la manière de prendre en charge collectivement les risques dans la vie qui peut concerner tout un chacun. Donc ça a été résumé aussi par Caroline, donc la maladie, l'accident du travail, la retraite, la maternité, même si ce n'est pas un risque, voilà, d'avoir des enfants, on ne peut pas peut-être le qualifier tout à fait de risque, mais en fait, derrière, il y a des frais, hein, voilà. Le chômage, un peu plus tard, mais c'est arrivé un peu plus tard. Donc c'est la gauche, hein, vous vous rappelez quand même, c'est la gauche à l'époque, avec, ça a été dit aussi par Caroline, Ambroise Croizat, ministre du Travail, et la CGT en avant-poste. On l'a vu dans les projections, avec le film de la sociale, comment en fait des caisses ont été organisées partout en France, des structures ont été mises en place avec la CGT, parce que beaucoup, ça a été, on a vu dans le film d'ailleurs, comment il a fallu faire vite en fait, et comment ça s'est organisé de façon courageuse, où chacun savait ce qu'il avait à faire à sa place. Donc c'est cette organisation qui se met en place, une solidarité en récupérant une partie, ça a été dit aussi par Caroline, une partie des profits des entreprises pour couvrir ces risques sociaux. On sort de la Seconde Guerre mondiale, ça a été rappelé aussi, le patronat est mouillé jusqu'au cou dans la collaboration, et le général de Gaulle se voit contraint de nommer des ministres communistes au gouvernement, parce que ça ne lui faisait pas spécialement plaisir, hein, c'est quand même quelqu'un de droite. Et donc, il a boudé, même, on le voit dans le documentaire, il a boudé pendant un temps. Donc, il fallait faire vite. Et courageusement, ils ont pris tout ça en main. Ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, les salariés ont été confrontés à un système solidaire. Le patron devant donner une somme indue aux cotisants dans l'intérêt général. Aujourd'hui, ça semble normal et indestructible, mais il y a vraiment un besoin de se mobiliser. Aujourd'hui, la sécurité sociale, ça représente le premier budget de la France. C'est soit 666 milliards d'euros de dépenses en 2025. Toutes branches confondues. On est donc en France plus de 68 millions d'habitants. C'est chacun d'entre nous qui pèse presque 10 000 euros dans la sécurité sociale. Contre 550 milliards pour le budget de l'État. C'est plus que le budget de l'État. C'est énorme, car bon, il y a 98% des personnes aujourd'hui qui travaillent et qui sont des salariés dans notre pays, donc ça fait quand même un gros pactole qui passe par des caisses autonomes que le capitalisme financier voudrait bien récupérer. On voit bien aujourd'hui tout un tas de mesures de la part du monde capitaliste pour récupérer ces 666 milliards et faire de l'argent sur les risques qui sont aujourd'hui au nombre de 4 dans la sécurité sociale, donc l'accident du travail, maladie professionnelle, la famille, la retraite, je l'ai dit au départ, et bien sûr la santé, la maladie. Ambroise Croizat d'ailleurs disait que la fin de l'activité professionnelle, la retraite, ne devait plus être l'antichambre de la mort et donc permettre d'avoir un revenu quand le travail s'arrête. La sécurité sociale, au-delà du partage des richesses, a permis l'autonomie des salariés vis-à-vis du patronat, car auparavant c'était au bon vouloir de ce dernier ou bien de la charité. L'Église était aussi très présente à cette époque-là, hein, pour survivre. Et si par malheur vous n'aviez pas de famille, et notamment les femmes pour s'occuper des malades et des personnes âgées, eh bien vous étiez dans la misère totale.
Donc elle garantit une plus grande liberté vis-à-vis des employeurs. C'est aussi un acquis, un conquis social au niveau de la liberté des personnes. Le grand principe de son financement, qui dépend des cotisations des salariés et du patronat, même si aujourd'hui ce n'est plus vraiment tout à fait le cas, c'est cotiser, ça a été rappelé aussi par Caroline, cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Ce qui veut dire que lorsque les besoins augmentaient, eh bien on augmentait les cotisations patronales et celles des salariés. C'est ce qui aurait pu se faire en fait sur la réforme des retraites plutôt que d'imposer un départ à 64 ans. Depuis plusieurs décennies, on assiste à un renversement des rapports de force et maintenant, on nous demande à l'Assemblée nationale de voter une enveloppe et ensuite, débrouillez-vous avec ça. Alors qu'avec la sécurité sociale, le besoin doit primer sur la capacité de financement. On assiste à un retournement de logique avec le financement qui devient l'objet principal du débat. Et on doit s'adapter au chèque que le ou la ministre des Comptes publics a décidé. Le principe de base, c'était de dire il manque 5 ou 6 milliards à la fin de l'année, eh bien, on augmente les cotisations, ou bien il était possible d'emprunter à la caisse de dépôt et consignation, c'est-à-dire que la Sécu empruntait à l'État. Soit c'était à taux négatif, soit à taux zéro, mais c'était emprunté à l'État. À l'époque et jusqu'en 1967, les assurés votaient pour leurs représentants sur la base de liste. Donc on a vu, et ça a été rappelé aussi par Caroline, avec Alain Juppé en 1996, le repris de justice, que dorénavant, ce sont les députés qui voteront le PLFSS, le projet de loi de finances à la sécurité sociale. On vote l'objectif national de dépenses de la sécurité sociale, avec tant de milliards, mais si au bout il manque des milliards, car on a dépassé les dépenses, et que le Parlement refuse de voter une augmentation des cotisations, eh bien, la droite baisse des prestations, c'est les choix qu'ils font, ils baissent des prestations, ou bien, et ils décident d'emprunter sur les marchés financiers. Voilà, c'est ce qui a changé énormément aussi par rapport à l'époque. Il y a d'ailleurs une caisse, ça a été rappelé par Caroline, dédiée, qui s'appelle la CADES, donc la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il s'agit de mettre la dette de la Sécu dans une caisse à part, et pour rembourser la droite crée un impôt, la CRDS, qui est sur vos bulletins de paye, d'ailleurs, à taux unique. Au lieu d'augmenter les cotisations patronales, l'État emprunte sur les marchés financiers avec des taux d'intérêt payés à des créanciers privés et donc aux plus grandes fortunes de notre pays et fonds de pension luxembourgeois, européens, voire américains. Les salariés donc payent à la place des employeurs. Pour vous donner une idée, en 2024, les intérêts remboursés aux prêteurs privés représentaient 75 milliards. C'est dans un rapport donc, de mon collègue Adrien Clouet qui a fait donc, travailler ce rapport avec la députée macroniste et d'ailleurs ministre de la Santé Stéphanie Rist. Donc c'était dans un rapport. Donc c'est le jackpot pour eux. Ils gagnent à tous les coups. Ce sont ces plus grandes fortunes qui se gardent depuis des décennies et encore plus depuis 2017 avec le président Macron qui leur offre des milliards par an de réduction d'impôts. Ces grandes fortunes prêtent à l'État avec des taux d'intérêt qui dépassent largement celui du livret A et qui gagnent encore plus d'argent sur le dos de la sécurité sociale qu'ils financent d'ailleurs, eux, de moins en moins et avec laquelle ils ont fait totalement rupture. Parce que ces grandes fortunes, en fait, ils ont l'hôpital de Neuilly, ils ont le spécialiste privé, etc. Donc ça ne les intéresse plus de financer la sécurité sociale, en fait. Eux, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils payent et que en fait, tout le monde devrait faire pareil. Donc c'est un scandale absolu. Le dernier rapport d'Oxfam nous informe que 53 milliardaires français sont désormais plus riches que plus de 32 millions de personnes réunies, soit près de la moitié de la population. Voilà, aujourd'hui on en est sur ces personnes qui siphonnent carrément l'argent de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Lorsque le Rassemblement national propose de supprimer les cotisations sociales pour augmenter le salaire net des employés, Marine Le Pen surfe sur l'ignorance même de ce que les cotisations sont sur la feuille de paie. Dans le langage des macronistes, d'ailleurs, les cotisations sont des charges
C'est quand dans l'hémicycle, on a parlé tout le temps de charge, et ça sonne plutôt négativement en charge, en fait. Ça pèse. Voilà. Donc c'est fait aussi c'est-à-dire pour quelque part mettre une connotation négative sur ces cotisations sociales. Donc le 16 décembre dernier, le gouvernement Lecornu et ses alliés ont adopté le projet de loi de la sécurité sociale 2026 par 247 voix pour et 234 voix contre. Et il y a eu quand même 93 courageuses abstentions. Il est donc passé à 13 voix près. Le texte du PLFSS a été adopté avec le vote des socialistes et l'abstention des 3/4 des écologistes. J'étais présente au rassemblement le jour du vote aux Invalides où les représentants de 50 organisations étaient là et nous ont expliqué qu'il fallait absolument dire non à ce budget parce qu'ils nous ont expliqué les difficultés en fait, de travail des soignants, des personnels hospitaliers. Et certains témoignages étaient particulièrement poignants de personnes qui vraiment ont à cœur de faire au mieux leur métier, mais qui aujourd'hui sont entravées par des manques manque de considération, manque de moyens matériels et partout aujourd'hui. Voilà, les hôpitaux et partout ici, même sur le département, on le retrouve aussi. La sécurité sociale, c'est notre bien commun, l'un des plus précieux. Et il est pillé d'année en année. Ce sont plus de 88 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales en 2025. Les recettes sont asséchées d'année en année par les gouvernements qui se suivent et qui vident les caisses avec l'objectif d'en finir avec les cotisations sociales. C'est clair, avec le budget 2026, le gouvernement Lecornu-Macron taxe tout le monde, sauf les ultra-riches. C'est près de 4 milliards en moins pour la santé publique. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc l'ONDAM, n'a été augmenté que de 3,1% et donc insuffisant compte tenu des besoins évolutifs de santé. Les conséquences, ce sont les budgets des hôpitaux et EHPAD qui ne sont même pas maintenus à moyens constants, alors que pour de très nombreux établissements, les besoins sont immenses en termes de lits, de personnel hospitalier et de matériel. Sous Emmanuel Macron, ce sont 21 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés de 2017 à 2022. Pour info, c'est après 15 000 quand même fermetures sous Hollande, vous le rappelez, et 37 000 sous Sarkozy. Emmanuel Macron s'inscrit dans la droite lignée de politique néolibérale privilégiant le profit de quelques-uns à la santé de tous. Dans ce budget de la Sécu, il y a aussi le déremboursement de soins pour les patients qui ont un statut d'affection longue durée. C'est près de 500 millions d'euros qui seront pris, donc un déremboursement de soins sur 1,5 million de diabétiques de type 2 et d'autres maladies chroniques. Toujours pour les personnes malades en ALD, une limitation de la durée de prescription des arrêts de travail, 1 mois en ville et 2 mois en sortie d'hospitalisation. En ce qui concerne la médecine de ville, on a une explosion des dépassements d'honoraires, avec un montant total de dépassement des médecins spécialistes qui atteint 4,3 milliards en 2024, en forte accélération depuis 2019. En 2024, c'est 56% des spécialistes qui sont en secteur 2, contre 37% en 2000. Aujourd'hui, lorsqu'ils s'installent, les 3/4 des jeunes spécialistes choisissent le secteur 2. Près de 87% du territoire national est classé en situation de fragilité médicale. Cette réalité ne se limite pas aux zones rurales. Certaines villes moyennes et même des périphéries urbaines peinent à garantir un accès rapide à un médecin de proximité. Je prends l'exemple de Pouillastruc, par exemple, le territoire de Pouillastruc qui va perdre ses médecins généralistes. Donc ça fait près de 3000 personnes qui vont se retrouver sans médecin traitant. Quoi qu'en dise la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, la taxe de 1 milliard sur les mutuelles sera répercutée sur les cotisants. Si vous avez des enfants entre 14 et 17 ans, les allocations familiales vont être réduites d'environ 900 € par an. C'est soi-disant pour mettre en place un congé de naissance en 2027. Mais en attendant, où passe l'argent, en fait, on ne sait pas. Quant au compromis que les députés socialistes estiment avoir obtenu, il relève de l'enfumage. La fausse suspension de la réforme Borne est un décalage d'un an et une vraie confirmation de la retraite à 64 ans, alors qu'il y a son abrogation dans le programme du NFP
et que ce n'était absolument pas négociable. On doit continuer de se battre pour notre système de retraite par répartition qui peut être financé, contrairement aux arguments du gouvernement, relayés sur les plateaux télé avec des pseudo-experts. Il y avait aussi 2 décrets que la ministre a dit ne pas avoir signés. Donc il y avait l'augmentation des franchises médicales et des remboursements des cures thermales pour tous les patients, mais aussi ceux en affection longue durée. Donc ça, c'est des décrets qu'elle a dit ne pas avoir signés. Bon, on verra à la fin de l'année 2026. Toutes ces politiques conduisent à ce que de plus en plus de personnes renoncent à se soigner ou bien repoussent les soins à plus tard. Il y a 3,5 millions de personnes en France qui n'ont pas d'assurance complémentaire santé malgré la généralisation des contrats d'entreprise selon les données de l'adresse. Ces Français sans mutuelle sont principalement des personnes à faible revenu, travailleurs précaires, chômeurs, retraités. Enfin, ce n'est pas à nous, parlementaires, de voter le budget de la sécurité sociale. Ça a été rappelé par Caroline tout à l'heure. C'est aux salariés qui cotisent de voter pour leurs représentants dans les instances socialisées et démocratiques qui doivent rester en dehors de l'État. La sécurité sociale est amenée à se développer pour répondre à des besoins comme les frais d'obsèques. Par exemple, ce sont de nouveaux besoins. D'ailleurs, mon collègue Adrien Clouet a déposé une proposition de loi là-dessus. On parlait aussi de la sécurité sociale de l'alimentation, qui pourrait être aussi développée au niveau de la sécurité sociale. Parce que c'est de l'intérêt public. C'est des biens, des risques qui sont avérés et donc qui relèvent de l'intérêt aussi public. Donc avec un gouvernement insoumis, on reviendra au 100% sécu, en remboursant le 100% des soins de santé prescrits et en intégrant les mutuelles dans la sécurité sociale. On va reconstruire le service public hospitalier. On mettra sous condition les exonérations faites aux grandes entreprises et on élargira l'assiette des revenus soumis à cotisation sur les revenus financiers. Les augmentations de salaire par des primes comme la prime Macron sont exonérées aujourd'hui de cotisations sociales. Il faut aussi augmenter le plafond au-dessus duquel vous payez moins. Aujourd'hui, c'est 3 900 €. En dessous, vous payez 10% de contribution et au-dessus, c'est 2%. Donc là-dessus, voilà, il y a aussi quelque chose à revoir. C'est pas logique, quoi. Voilà. On ne peut pas laisser 88 milliards d'exonération de cotisations sociales sans en récupérer une grande partie. On a aussi une marge de manœuvre avec une augmentation légère des cotisations aux salariés, notamment pour financer les 11 milliards qui manquent pour revenir au départ à la retraite à 62 ans et abroger la retraite à 64 ans et aller progressivement vers la retraite à 60 ans avec 40 annuités pour un taux plein. Voilà, parce que les cotisations sociales, finalement, elles n'ont pas augmenté depuis très longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit, 98% aujourd'hui des gens qui travaillent sont salariés. Donc, même si on doit augmenter ne serait-ce que de 1% des cotisations sociales, on peut financer. Et puis, il faut faire le rapport aussi. C'est 6 milliards, 11 milliards, on avait annoncé de trous sur les retraites, pour financer les retraites, mais il faut les ramener aux 666 milliards du budget de la sécurité sociale. C'est énorme. Donc 11 milliards par rapport à 666 milliards, on va pouvoir aller les combler. Et sur ces 666 milliards, alors peut-être certains sont plus férus que moi, mais je pense que plus de la moitié, c'est les retraites en fait. Donc on a largement de quoi, des solutions pour combler ces milliards qui manquent ponctuellement pour avoir une retraite à 60 ans. Et quand moi, je vois à la télévision qu'on relègue ces idées-là de dire on va pouvoir augmenter le salaire net en supprimant des cotisations, parce que c'est ce qu'on entend même à la télé. Je vous dis, c'est qu'ils jouent vraiment sur l'ignorance des gens. Et donc on a, nous, ce travail à faire d'aller porter aussi à la connaissance des personnes cet immense conquis social qu'on doit défendre. Donc il faut revenir aussi à une gestion de la sécurité sociale dans les mains des salariés pour décider ce que l'on fait des cotisations qui représentent de l'argent socialisé. Partager des informations, comprendre et s'enrichir mutuellement dans le débat. Donc pour cela, les citoyennes et les citoyennes doivent prendre conscience que l'on est dans un rapport de force avec la droite et l'extrême droite sur ces sujets. Et les mobilisations continueront à être nécessaires pour défendre la sécurité sociale et conquérir de nouveaux droits. Je vous remercie pour votre attention et puis on va pouvoir échanger aussi sur les chiffres que je vais donner.
sur des éléments supplémentaires que certains peut-être ont des expertises sur des éléments bien précis de la sécurité sociale, que ce soit la santé, la retraite, la maternité, les allocations familiales, etc. Je vous remercie. Alors moi j'ai une question. J'aimerais bien qu'on m'explique, enfin parce que j'ai le privilège de la jeunesse, donc je connais la sécurité sociale depuis le début. J'avais 5 ans. Bon. Voilà. Donc je voulais comparer un peu parce que au départ, il y a eu la sécurité sociale, point final. Il y avait la sécurité sociale qui remboursait. Et il n'y avait aucun problème de financement, ça marchait très bien. Puis petit à petit, ça s'est dégradé. Alors maintenant, on nous a expliqué qu'il fallait prendre une mutuelle, parce que la sécurité sociale ne pouvait pas rembourser, donc il fallait prendre une mutuelle. Et en payant une mutuelle en plus, on pouvait rembourser. Bon. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique comment, avec le même argent, on peut payer la sécurité sociale et une mutuelle. Alors une mutuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire un magasin dans chaque ville, ça veut dire du personnel, ça veut dire du chauffage, ça veut dire l'assurance, ça veut dire les prospecteurs, ça veut dire les financiers, ça veut dire tout cet argent, ça va pas à la médecine. Donc on paye combien de mutuelles en France? Combien de bureaux? Combien de personnel? Et tout ça, tout cet argent, c'est nous qui le payons. Alors moi, je ne comprends pas. Et il valait mieux qu'on paye un peu plus à la Sécu et qu'elle rembourse tout, que de payer tout cet argent pour rien, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Et puis il y a autre chose aussi, je voulais dire qu'autrefois, on vous opérait, vous payez l'opération à l'hôpital. Bon, il n'y avait pas l'avance de la Sécu, mais enfin bon. Mais on savait ce qu'on payait. On savait combien ça allait coûter la sécurité sociale. Maintenant, vous êtes hospitalisé, vous ne savez pas. Vous ne savez même pas ce qu'on déclare. Vous se perdez l'appendicite, ils peuvent déclarer que c'est une opération du cœur. Vous n'en savez rien. Vous savez rien. C'est absolument opaque. Alors là, je pense que là, il doit y avoir pas mal de choses à regarder. Hein. Bon, moi, voilà, mon parcours, c'est que je suis soignante aussi, auxiliaire de puériculture, donc un peu, voilà, être soignante pour les enfants. J'ai travaillé dans une maternité qui appartient au privé à but lucratif. Ce que je sais, c'est que c'est cette politique qui est menée avec, en effet, les exonérations de cotisations sociales, c'est-à-dire de notre salaire différé, de notre salaire socialisé. C'est ça, les cotisations sociales. À la CGT, on appelle ça du salaire différé, du salaire socialisé. Maintient aussi une politique de bas salaire, puisque, en effet, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, une infirmière dans le secteur privé à but lucratif, elle démarre sa carrière 50 € au-dessus du SMIC. Donc vous voyez que même à 20 ans de carrière, elle n'est pas encore à 1,6 fois le SMIC. Donc on se retrouve quand même avec des personnes qui travaillent, les cotisations sociales, donc il y a des exonérations pour les employeurs qui font leur chiffre d'affaires, c'est la sécurité sociale. Le chiffre d'affaires des cliniques privées, c'est la sécurité sociale, et derrière, c'est pour bénéficier à des fonds de pension américains. Donc on est vraiment dans une absurdité totale. Vraiment, là on voit la dérive vraiment du capitalisme financier à outrance. Et dernièrement encore, enfin moi j'ai vu des textes qui font que, voilà,
chaque salarié, ça va aller jusqu'à 600 € par mois d'exonération qui va bénéficier à l'employeur, parce qu'ils savent vraiment aussi tirer toutes les ficelles pour avoir le maximum d'exonération et jouer. Donc c'est vraiment du détournement d'argent au bénéfice de ce capitalisme financier. Et ça, c'est incroyable. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour que les personnes comprennent qu'il vaut mieux donner 1% de plus de leur salaire différé, de ce que c'est ça, la richesse, le travail n'est pas un coût, c'est une richesse, et que là-dedans, il y a de quoi financer, on donne 1% de plus, et après, on a la retraite à 60 ans. Et moi, même sur ma retraite, je veux bien qu'on prenne encore 1%. Même sur ma retraite, maintenant je suis à la retraite, ça m'éviterait de devoir payer une mutuelle qui me coûte 100 balles par mois. Et que chaque année, ça va être de plus en plus, puisque c'est en fonction de l'âge, ça va augmenter. Donc ça devient impossible. Évidemment qu'il y a plein de personnes à la retraite qui ne peuvent plus se payer de mutuelle. Mais moi, je veux bien donner 1% de ma retraite à la sécurité sociale, sans problème, si après, je n'ai pas besoin de payer de mutuelle. Ouais, je voulais faire 2 remarques. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, ça me fait dur de parler après vous, parce que je vais beaucoup répéter. Je ne vais pas dire grand-chose. Et je voulais remercier la députée de parler du 100% sécu, parce que je trouve qu'on n'entend pas assez. C'est rentrer dans les mœurs aujourd'hui de payer une mutuelle, de payer 150 balles de mutuelle, et que ça monte avec l'âge et toutes les inégalités qu'il y a derrière. Donc ça, merci. Et je m'appelle Jordi, je suis là pour la FSU. Et mandat après mandat, dans nos congrès, nous, c'est ce qu'on défend, ce qu'on défendra toujours, le 100% sécu, il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux. Et pareil, je ne reviens pas, vous l'avez très bien dit. Et moi, j'ai une grande inquiétude, et je le constate encore ici aujourd'hui, c'est que c'est une question qui ne touche absolument pas les jeunes et une grande partie de la population. La sécu, c'est de l'argent qui tombe du ciel. Les gens ne connaissent pas le système, ne savent pas d'où ça vient, ne comprennent pas quand ils sont à l'étranger, qu'ils se retrouvent à devoir payer des frais, à sortir leur carte de se faire soigner. Et il y a vraiment une nécessité de pédagogie. C'est quelque chose qui doit être dans les programmes scolaires. Les gens doivent connaître cette histoire que Mme Fiat a très bien répétée. Et on doit expliquer aux gens ce que ça implique. Et particulièrement, évidemment, les jeunes, comment ça marche. Et que c'est un instrument merveilleux, qu'on a une chance extraordinaire. Ou qu'on avait, je ne sais pas si on peut encore parler au présent, tellement le système a été dévoyé. Et il y a une grande nécessité de faire de la pédagogie, de répéter aux gens que les cotisations sociales, c'est du salaire différé, ça nous appartient, enfin ça nous appartenait, et ça doit revenir entre nos mains, à nous les salariés. Oui, pardon. Donc je voulais vous remercier, vous, parlementaires, et souligner quelque chose d'édifiant que vous avez dit. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, on parle de chiffres, on parle de milliards, on parle de trous, on parle de dettes, mais parle-t-on de l'état de santé des habitantes et des habitants de la France? Parce que finalement, tout ça a une conséquence délétère, alors bien évidemment sur les plus pauvres, avec des inégalités sociales et de santé, mais sur tous, puisque le renoncement aux soins, il existe. Donc, que veut-on? Quelle santé veut-on pour nos habitants? Et la deuxième chose, est-ce qu'on a mesuré justement l'impact, la catastrophe sociale et économique d'une santé dégradée, des travailleurs, des jeunes, des retraités? Et est-ce qu'on le met réellement en parallèle avec tout ce discours qu'on subit? Alors la politique qui est menée est une politique libérale, ce qu'il y a de grave, et le plus surprenant, c'est qu'il y a des gens qui meurent dans nos hôpitaux. Parce qu'on manque de lits, on a fermé des lits, des gens qui restent dans les couloirs combien de temps? Il est impensable dans un pays riche, les gens puissent mourir à l'hôpital. Si on continue à ce rythme-là, bientôt ce sera le tiers-monde. On supprime des médecins, on supprime des lits, c'est catastrophique. Mais
Macron, c'est un libéral, c'est un banquier. Il ne faut pas rêver, lui, il travaille pour ses copains. Il ne travaille pas pour la société, il s'en fout de la société. C'est le dernier de ses soucis. Lui, son problème, c'est de faire plaisir à ses copains les plus riches et au détriment de la collectivité. Malheureusement, un tas de gens ont voté pour lui. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas demander aux gens de réfléchir quand ils vont voter, quand ils votent pour un voyou. Ils votent pour un voyou et ils ont la politique que ce voyou veut appliquer. C'est tout. C'est aux gens de se prendre en charge et savoir ce qu'ils font. Malheureusement, certains votent. Il a une belle gueule, moi j'ai connu ça en tant qu'élu, on votait pour le monsieur, il est mignon, il était beau, c'était pas le programme. Donc les gens ne savent même pas qu'il faut lire un programme, et je pense que les programmes sont trop complexes, il faudra arriver à simplifier et expliquer, par exemple, que le Front National est contre les gens. Par exemple, les gens, dans un tas de régions de France, dans le nord de la France, c'est le Front National qui l'emporte. Et quand on sait personnellement que le Front National est contre l'augmentation du SMIC, contre les remboursements, il ne veut pas toucher aux plus riches, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut expliquer aux gens, leur dire et arriver à convaincre et surtout à savoir comment faire passer cette information le plus facilement possible. Merci. Je vais apporter quelques petites précisions puisque j'ai eu le temps de faire quelques recherches pour répondre à votre question, madame. Pour 100 € cotisés à la sécurité sociale, vous avez 3 € qui partent en coût de fonctionnement. Pour les mutuelles, c'est 20 €. Pour les assurances santé, c'est 23. J'ai 20... Pardon. Et donc, on a le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui a été réuni dans le but de réfléchir à 3 scénarios possibles de financement. L'un envisage le 100% sécu, l'autre le modèle actuel avec une faible participation, et ensuite un modèle pratiquement à l'américaine avec un 100% d'assurance, de mutuelle. Encore que mutuelle, ils sont soumis à une obligation de non-bénéfice. C'est plus flou que ça. Et sans surprise, celui qui coûte le moins cher aux contribuables, c'est le 100% sécu. Et qu'on n'accuse pas les gens, parce que de ce haut conseil, ce ne sont pas les plus bolcheviques. Il y a quand même beaucoup de macronistes, il y a des représentants de l'État. Donc, quand on fait appel à une recherche de bon sens, une recherche scientifique, pareil sur le remboursement de certains actes, soins médicaux, peut-être qu'on peut se baser sur l'efficacité de la science, peut-être qu'on peut commencer à penser collectivement à dérembourser certaines choses qui ne marchent pas pour rembourser et favoriser d'autres choses qui marchent, basées sur la science. Et à ça, qu'est-ce qu'on répond collectivement pour mobiliser les gens à dire pensons à notre avenir, parce que c'est pas quand on est malade avec X problèmes de santé, parfois graves, qu'on se pose la question. Un autre point qui est pour moi une escroquerie absolument dingue, qui sont les franchises médicales. Personne ne sait comment ça marche. Mais personne. Sauf si vous êtes à l'euro près, on ne vous en a jamais parlé. Vous n'avez jamais fait de la recherche. Comment ça fonctionne? Vous payez donc c'est 1 € par boîte de médicaments, 1 € par consultation, il y a des forfaits. Vous ne pouvez pas dépasser un certain plafond, quel que soit le nombre. Mais c'est assez rapide de gagner, d'atteindre ce plafond si, prenons l'exemple d'une personne qui a des problèmes cardiaques, on a son plafond boîte de médicaments à hauteur de 3 médicaments par mois, vous y êtes, minimum. Et ça, c'est pour quelque chose d'assez simple. Donc, comment est-ce qu'on récupère ces franchises? Parce que quand vous allez chez le médecin, on ne vous demande pas. Eh bien, c'est votre mutuelle qui ne vous rembourse pas la totalité. Et ça, vous ne voyez pas. Non, mais on ne le voit pas. C'est ça. Et c'est un impôt déguisé sur le plus opaque possible et qui vient cibler les plus pauvres et les plus précaires. Parce que si vous gagnez 4 000 € par mois, si on vous en enlève 5, ça va. Si vous en avez 1 000,
c'est pas la même. Alors, justement, moi je voudrais continuer dans ce qu'il vient de dire. Moi je suis à 100% à la sécurité sociale, donc la sécurité sociale a du mal à récupérer les 50 €. Mais elle n'oublie pas de m'envoyer un courrier en me disant je n'ai pas pu récupérer les 50 € parce que vous avez rien eu, vous avez eu tout remboursé, vous devez 50 €. Voilà. Donc il ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas, il ne vous oublie pas. Plus le prix du timbre. Pardon? Plus le prix du timbre. Oui, ça a plus le prix du timbre. Mais bon, voilà, donc même pour les gens qui sont à 100%, donc je suis quand même pas, c'est pas par hasard qu'on m'a mis à 100%, quoi. Et non, là, on ne nous oublie pas quand même. On nous demande de nous ponctionner. Alors, je voulais, peut-être que j'ai le micro, continuer aussi sur l'hôpital et le paiement à l'acte. Il faut savoir aujourd'hui que dans les hôpitaux, ils doivent remplir des fiches de tous les actes médicaux que le médecin interne a fait à ce patient. Et en fonction des difficultés, de ce que rencontre, de ce qu'a potentiellement le patient, on peut soit ne pas le soigner parce qu'il n'est pas rentable, soit il a où on fait juste que le surveiller, on ne lui fait pas de soins. Alors là, on ne va pas le garder parce qu'il n'y a pas de soins à faire. Et donc, tous ces actes-là que les internes sont obligés, c'est du temps en moins perdu pour faire des soins. Et ce qu'ils sont en train de faire là, avec le nouveau PLSF, c'est de faire ça pour les EHPAD. C'est-à-dire que les soignants dans les EHPAD, ils vont tarifier à l'acte. Ils vont être remboursés sur les actes qui ont fait sur des malades. Vous comprenez bien que pour des gens, des fois, qui sont là qu'en surveillance, on les a aidés à se mobiliser et on n'a pas fait de soins, ça va être dur de les garder. Parce que ça, c'est pas rentable. Donc c'est ça. C'est ce qui est en train, sournoisement, de nous arriver. Alors quand on dit, quand j'entends, il faudrait expliquer aux gens, écoutez, moi j'ai 73 ans, des manifestations devant la caisse primaire au Foirail, j'en ai fait en quantité. Et c'est pas pour ça que ça a changé et qu'on a inversé un processus. La seule méthode qui semble aujourd'hui efficace, c'est de changer de politique. C'est de changer. Il y a une affiche, voilà, Macron destitution. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, il faut absolument, pour retrouver de l'espoir dans tout ce qui nous a été remis, gagner, parce que elle l'a dit au début, mais le lendemain, le patronat, il a rué dans la sécu. Tout le temps. Il n'a fait que ça. Donc, il ne faut pas s'attendre. Pourtant, Dieu sait s'ils y sont depuis un moment. Donc voilà, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme coup de collier, parce que là, c'est vraiment, pour nos petits-enfants, c'est vraiment quelque chose de terrible, ce qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme collier pour aller peut-être un peu plus, peut-être pas un peu plus loin, mais au moins qu'on change de cette politique qui nous entraîne là aujourd'hui dans l'abîme. Alors je ne vous parle pas, vous avez parlé des mutuelles, moi je suis à 300 € par mois de mutuelles. Donc voilà, donc voilà. Pourtant je suis un ancien travailleur de l'État parce que je vous informe aussi qu'on parle des caisses de retraite. Moi, je suis payé par le fonds spécial, donc par la caisse de dépôt et consignation, parce que j'avais le statut de fonctionnaire. Mais l'État, il n'en veut plus de ça, parce qu'il ne veut plus payer lui, il veut faire payer ça à la Sécu, à la caisse de retraite de la Sécu. Et donc partout, tous les statuts particuliers
Rappelez-vous, la lutte contre les statuts, il faut niveler. Non, mais il ne faut pas niveler du bas vers les statuts. Non, il faut niveler les statuts. Dans les arsenaux établissements de l'État, il n'y a plus. C'est des conventions collectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont ressortissants de la sécurité sociale et l'État paye plus de retraite. Donc, vous comprenez bien que tout ça, voilà, c'est une politique qui est en route, qui lamine et qui, bon, il faut... Alors, on peut faire de l'information, parce que, voilà, hein, de l'information, on en a fait, il y en a eu, on a fait des manifs. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, je ne sais pas si pour la révolution, mais la révolution citoyenne, elle a les urnes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Caroline, tu voulais peut-être commenter, donner des éléments par rapport à ce que tu as entendu, les interventions, très intéressantes. Alors attends, parce que je voulais commencer par un truc, et évidemment je ne suis pas prête, mais parce que je voulais passer un coucou à une personne qui n'est pas là, mais qui m'a envoyé un beau message. Et vu qu'il paraît qu'elle est connue par chez vous, je sais que vous lui donnerez mon bonjour. Et c'est, voilà, ça y est, j'ai perdu. Ah, Anne Legrand. Et donc, si vous la croisez, vous lui direz qu'un de ces quatre, je lui répondrai, mais j'ai été très touchée, donc je voulais quand même le dire, elle ne peut pas être là ce soir. Mais parce que c'est la tempête, ça. Oui, quelques points. Je vais commencer par la fin, mais sur la T2A, enfin, la tarification à l'acte, pour le moment, dans les EHPAD, c'est pas fait, mais enfin, ça existait déjà. Je rappelle que les soignants, on coche. J'ai eu un petit sourire quand j'ai entendu les médecins. Je ne dis pas que les médecins ne font rien, mais enfin, c'est pas souvent eux qui cochent. Et dans les EHPAD, on est GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4, etc. Et c'est ça qui fait le financement. Donc, c'est déjà le cas. C'est plus vous faites d'actes sur la personne et plus vous avez de financement. Ce qui est complètement stupide parce que sur une personne GIR 1, donc c'est-à-dire une personne limite soins palliatifs qui reste allongée, en tant que soignant, je passe du temps, mais je passe moins de temps que sur une personne GIR 5, GIR 6 qui commence à perdre son autonomie, mais que je dois accompagner aux toilettes, à qui je dois rappeler comment on se brosse les cheveux, à qui je dois rappeler qu'il faut se brosser les dents. Cette personne-là est censée, pour maintenir son autonomie, me prendre plus de temps. Mais en France, pour cette personne-là, on finance moins le soignant. Donc, c'est une aberration totale. Concernant les mutuelles, je ne peux être que d'accord. Et j'entendais les jeunes n'en parlent pas ou connaissent pas l'histoire de la sécurité sociale. Nous, par chez nous, on en parle souvent parce que en Lorraine, moi en Meurthe-et-Moselle, je suis à côté de l'Alsace et la Moselle qui ont une sécurité à 100%. Et qui ont même 2 jours fériés en plus, mais ça c'est autre chose. Et cette sécurité à 100%, elle est excédentaire. Donc, on ne nous dise pas que ça ne fonctionne pas, parce que eux, ça fonctionne et ça fonctionne très bien, parce qu'ils ont même plus d'argent qu'ils n'en dépensent. Donc, c'est faisable, mais comment on fait passer le message? Avec des réunions comme Sylvie et vous l'avez organisé ce soir, c'est aller faire on sort de temps en temps des tracts spéciaux sur la sécurité sociale, c'est aller faire de l'éducation populaire et expliquer ce qu'est la sécurité sociale. J'ai repris mes études dernièrement et donc je me suis retrouvée avec de jeunes étudiants qui, effectivement, en discutant avec eux, je me suis rendu compte que moi, la loi Juppé, j'avais 19-20 ans et que ça a été dans mes premières manifs et mes premiers combats. Mais eux, tout ça, ne l'ont pas connu. La nouvelle génération qui arrive, c'est une génération à qui on annonce que déjà, nous, on va travailler jusqu'à 67 ans, donc qui n'ont pas connu tout le système d'avant, qui n'ont pas connu la MGEN, qui n'ont pas connu la mutuelle des étudiants. Je rappelle que cette mutuelle des étudiants a été supprimée sous Macron
et que désormais les étudiants sont sous la mutuelle de leurs parents. Et c'est toutes ces choses comme ça qui font qu'on perd cette éducation populaire. Donc, c'est à moi, c'est à Sylvie, c'est à vous de faire cette éducation auprès des gens et de leur dire oui, c'est possible, parce qu'on a l'exemple de l'Alsace-Moselle, qu'il faut trouver une solution pour faire en sorte que chacun cotise selon ses besoins et reçoive selon... c'est le contraire, selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. Mais réellement, c'est quelque chose qui sera facile à faire entendre et accepter. Concernant la question, et ça m'a rappelé mon premier PLFSS à l'Assemblée nationale, où on parle que d'IRSET et on ne parle pas de la santé. Mon premier PLFSS, et j'étais sur les ponts bien seule face à tous ces macronistes, et pratiquement tous nos amendements étaient sur la partie dépenses. Et sauf que le lundi, on était sur les recettes, le mardi sur les recettes, le mercredi sur les recettes, le jeudi sur les recettes. On a commencé à parler des dépenses que le vendredi après-midi, et ça se terminait le vendredi soir. Et sauf que là, moi, je suis arrivée, j'avais tous mes amendements, tout le monde soupirait en me disant, il nous casse les pieds, le vendredi soir, on veut rentrer. Mais c'est le règlement, on ne peut pas voter des dépenses tant qu'on n'a pas voté les recettes. Mais je me suis retrouvée face à des macronistes et la droite où tous les amendements, et le Rassemblement national, regardez bien ce qu'ils font, leurs amendements sont sur les recettes. Ils ne sont pas sur les dépenses. Ils n'en ont rien à secouer de l'État français, des Français, de la partie prévention, des soignants. Mais on est dans une situation où ces personnes votent Rassemblement national, ce qui devient incompréhensible. Et c'est aussi une alerte qu'on doit avoir, mais constamment. Moi, je vais vous prendre l'exemple d'un professeur de collège qui exige un livre pour le lendemain, à qui j'explique que moi, je l'ai commandé, mais que le libraire ne le recevra que dans 4 jours. Et la réponse de l'enseignant, un enseignant d'un collège public, vous savez, on supprime les postes et tout ça, a répondu, mais sur Amazon, vous l'avez dès demain matin. Un enseignant qui apprend les choses à nos enfants, vous répond ça. Et c'est parce qu'il faut vraiment refaire tout un travail de fond sur le terrain. Et vous remarquerez bien que quand on parle de la France insoumise, on ne parle pas de la sécurité la sécurité sociale à 100%, on ne parle pas de toutes nos conférences sur l'éducation populaire, sur toutes les choses qui pourraient permettre, c'est aussi le rôle des médias, de permettre cette éducation populaire. La seule chose qu'on retiendra d'une de nos réunions publiques, c'est si je sors une dinguerie qu'ils vont pouvoir reprendre et faire le buzz. Donc, en fait, il faut vraiment reprendre ce terrain et ne rien laisser passer. Et quand vous entendez un agent de la fonction publique sortir une absurdité, il faut tout de suite le contrer, il faut tout de suite prévenir, parce que ce sont des personnes où on se retrouve dans des situations ubuesques. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent intervenir? Parce qu'on se dirige tout doucement vers la fin de ce... Je voulais revenir peut-être sur l'AME aussi, parce qu'on a parlé donc, de l'aide médicale d'État, qui a été aussi un des sujets au niveau du PLFSS, c'est-à-dire pour le Rassemblement national, c'était carrément de supprimer l'AME. Mais le gouvernement se permettait éventuellement de le modifier, de l'abaisser, quoi. Voilà. En fait, on a vu en Espagne, ça a été fait, ils ont supprimé à un moment donné en 2012, ils ont supprimé l'AME. Et en 2018, en fait, ils l'ont réinstallé parce que les coûts en termes de santé étaient bien supérieurs que le fait de soigner des personnes qui n'avaient aucune couverture sociale.
Donc ça, c'est le Rassemblement national, c'est leur cheval de bataille, l'AME. Et donc, bon, voilà, on sait scientifiquement, on a voulu le répéter, que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est une question sanitaire, tout simplement, pour la population. Eh bien, ils n'écoutent pas, les scientifiques. Et le gouvernement prévoyait même d'abaisser en fait, cette AME pour faire plaisir à l'extrême droite. Voilà. Donc il y a ça. Après, il y a aussi la question de l'emploi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que on a des entreprises qui ferment de plus en plus. On a au niveau industriel, on parlait tout à l'heure, il se crée moins d'entreprises que ceux qui ferment, donc des suppressions d'emplois partout. Il y a eu la bataille ArcelorMittal, on l'a vu avec la nationalisation, que le gouvernement refuse. Il va y avoir des suppressions de postes, et certainement Macron est allé là-bas pour expliquer qu'il allait sauver le parti, etc., pour décarboner, mais il y a quand même des emplois qui sont sur la sellette. Et donc tout ça, c'était des cotisations en moins. La suppression des agents, des fonctionnaires, notamment 4000 postes d'enseignants supprimés dans le budget de l'État. C'est des postes en moins, il va y en avoir en moins sur le département, et même peut-être beaucoup. Et chaque année, il y a des postes supprimés depuis des années. Et donc on nous met sur l'histoire de la démographie, mais en fait, au bout d'un moment, cet argument, il ne passe plus, quoi. D'autant qu'on n'est pas très bien classé au niveau européen sur le nombre d'enfants d'élèves par classe. On pourrait, la moyenne européenne c'est 19, on est au-dessus, on est 23 au niveau des collèges et plus au niveau des lycées. Donc il faudrait justement utiliser cette baisse de la démographie pour avoir des meilleures conditions de travail. Et c'est pas ce qu'ils font. Voilà. Après les batailles, elles se font, elles s'articulent aussi entre le terrain et l'hémicycle. Nous, on se sert de ces batailles dans l'hémicycle. On l'a vu au moment des retraites. Au moment des retraites, ça a été des millions, quasiment 2 millions de gens dans la rue pendant des semaines. Eh bien, ça sert. Ça fait peur au patronat, mais ça fait peur aussi aux députés qui sont élus sur leur circonscription. Et donc, quand ils vont revenir et qu'ils vont devoir expliquer qu'ils ont voté la retraite à 64 ans, c'est quand même compliqué quand il y a des mobilisations partout. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement est passé par 49.3. Ça a permis d'éviter aux députés macronistes notamment et de droite de voter et de dire qu'ils ont voté pour la retraite à 64 ans. Ça, voilà. Donc ça a permis, ça les a obligés à passer en force. Et là aussi, on a des outils dans notre constitution qui permettent ça. Les ordonnances, bon, à l'époque, ça a été utilisé à bon escient, mais voilà, là, ils pouvaient l'utiliser sur le budget, ils sont passés par 49.3, mais on a tous ces outils, passés outre les résultats des élections, on l'avait vu, c'est la Constitution qui permet. Donc, aujourd'hui, on voit qu'elle est à bout de souffle, que ce soit au niveau du fait de contourner le Parlement, parce qu'on le voit avec plein de sujets différents. Sur la loi du plomb, par exemple, on l'a vu, comment ils ont contourné en votant contre leur propre loi pour que ça fait... Voilà, c'est incroyable, quoi, mais ils utilisent tous les contournements possibles pour ne pas avoir à respecter les résultats, soit des représentants nationaux, soit des urnes. D'où la nécessité d'une nouvelle constitution et d'une 6e République aujourd'hui qui est nécessaire. Voilà. Donc, voilà, les batailles, elles sont utiles, les batailles. Après, il faut qu'elles soient... C'est un rapport de force, si on le voit même dans l'hémicycle. Le rapport de force, c'est les votes, c'est la présence, c'est tout le temps un rapport de force. Et donc ça, et tout leur travail consiste à faire à ce que les gens se résignent. Et nous expliquer qu'on ne peut pas faire autrement. Et voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Macron ne voulait surtout pas que le NFP puisse mettre la moindre mesure qui aurait mis leurs histoires en difficulté, leur propre scénario en difficulté, si on avait réussi à faire passer la moindre mesure. Donc voilà, donc nous, on ne doit pas se résigner. On doit lutter justement contre cette résignation et montrer que c'est possible. Parce que ça l'est, et en plus, c'est nécessaire de le faire. Voilà. La prévention aussi, c'est une grande oubliée de la santé. La prévention, on voit aujourd'hui la malbouffe.
les pesticides, tout ça s'articule, c'est cohérent en fait. Donc la bataille qu'il y avait hier dans l'hémicycle sur la loi du plomb, avec l'acétamipride, les néonicotinoïdes, tous les pesticides aujourd'hui qui veulent nous mettre dans le sol, le cadmium, etc. Donc tout ça, c'est des batailles qu'on doit mener parce que c'est aussi une question de santé publique. Le bruit, c'est une question de santé publique, la pollution de l'air, des sols, etc., de ce qu'on mange à nos enfants aujourd'hui. Ce qu'on leur donne à manger aujourd'hui dans nos cantines, c'est les adultes, la santé des adultes de demain, quoi. On sait très bien que le cadmium qui est cumulé dans les enfants, dans le corps des enfants aujourd'hui, c'est des cancers quand ils vont avoir 40 ans, 50 ans, adultes, quoi. Donc tout ça est cohérent au niveau de la vision de la société et programmatique et de ce qu'on doit financer. Bon, donc je m'arrête là. Il y a encore quelques interventions. Oui, c'était juste au niveau du Conseil national de la résistance, ils avaient prévu l'indépendance des médias du pouvoir de l'argent. Et il ne faut pas s'étonner que les gens ne comprennent pas ce qu'est la Sécu. Moi, on ne me l'a pas appris à l'école, les médias n'en parlent pas, ils font tout pour que personne ne sache. Et donc, ils appartiennent à des milliardaires. Alors, faut pas... Les jeunes sont capables de comprendre, mais il faudrait qu'on leur explique. Alors, Caroline en ose de parler, et voilà. Donc ça paraît un point fondamental. Si on arrive au pouvoir, il faut vraiment remettre les médias au pas, quoi. On a tous les médias, ils sont en déficit, les médias, la presse écrite, mais pourquoi ils sont maintenus? Parce qu'ils fabriquent le consentement, ils parlent du trou de la Sécu et de tout le reste. Donc pour nous, c'est très difficile de lutter contre ces chaînes d'infos en continu qui disent du mal de la France insoumise, qui n'expliquent pas les choses, voilà. Donc la bataille médiatique, elle est disproportionnée. Donc les soirées comme ce soir, c'est bien, tout ce qu'on peut faire, c'est bien. Mais après, si on arrive au pouvoir, il faut vraiment mettre... parce que finalement, les gens vont voter et pensent ce qu'on leur dit de penser. Et c'est vrai pour la Sécu comme pour tout le reste. Voilà. Ça explique beaucoup pourquoi il y a des gens qui sont résignés, ils ne savent pas, quelque part, ils boivent tout ce qu'on leur balance dans tous les canaux d'information. Nous, ils répètent, effectivement, c'est compliqué, quoi. Mais je pense que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut y arriver, mais il faudrait qu'on ait une vraie information. Et là, on pourrait dire qu'on est dans une démocratie. Mais là, c'est plus le cas, quoi. Et il y a une question qu'on n'a pas eu abordée, c'est celle des patrons. Qu'est-ce qu'on fait des patrons? Comment vous envisagez la LFI? Est-ce que pour vous, le 100% Sécu, c'est un système universel? C'est une vraie question avec l'ubérisation du travail, le recul de l'emploi salarié. D'abord, c'est de plus en plus de gens qui sortent du système. Et puis, est-ce que c'est pas aussi une manière qu'ils arrêtent de nous gonfler avec leur RSI, toutes les charges qu'ils payent, les patrons, les professions libérales? Certes, ils avaient refusé d'entrer dans le système en 1945, on avait désolé pour eux, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, à un moment donné, les obliger à y rentrer pour leur bien-être et le nôtre? C'est-à-dire, comme je disais, il y a quasiment 88 milliards d'exonérations de cotisations patronales, donc ça, il faut le remettre à plat. Alors, il peut y avoir des exonérations qui sont en fait justifiées, mais bon, on le voit très bien dans le film, dans la sociale, les Kessler, les grands patrons de grandes entreprises qui sont vraiment réactionnaires, qui frontalement disent que tous les malheurs de la France, c'est à cause de la sécurité sociale. Hein. Ils expliquent ça clairement. Donc, et qu'il faut faire rupture avec ce système-là. Donc eux, ils sont vraiment en réaction, en bataille, quoi. Donc nous, si on l'espère, ils prennent le dessus. Donc il y a, je pense que dans les exonérations, il peut y en avoir qui sont utiles. C'est comme les niches fiscales, il faut les remettre à plat, voir ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Les conditionner, parce qu'aujourd'hui, en fait, on l'a vu, 211 milliards d'exonération,
réduction fiscale, merci, de réduction fiscale aux plus grandes entreprises sans contrepartie, alors que certaines licencient. Donc ça, c'est scandaleux, c'est inadmissible. On ne peut pas le laisser dans l'État. Michelin a même s'est retrouvé à rembourser plus de 4 millions parce que, bon, ils ont dit on a licencié, ça a fermé, on a utilisé ce CICE pour acheter des machines, bon, alors qu'on licencie, on va le rembourser, quoi. Alors que l'État leur a rien demandé. Donc là aussi, c'est parce que ça avait été mis sur la place publique, notamment par les syndicats, et qu'ils commençaient à avoir un peu honte, quoi. Mais voilà, donc aucune contrepartie, ça c'est pas possible. Donc il faut mettre des contreparties. Il y a des exonérations, elles sont utiles, mais on met des contreparties. Sinon, il n'y a pas d'exonération fiscale au grand patronat, et il faut revenir là-dessus, quoi. Il faudra revenir aussi sur les élections, de plus soutenir les socialistes, modération de la mise et une plan. Et puis revenir sur vraiment des élections et que la sécurité sociale soit gérée par les salariés eux-mêmes. Voilà, ça c'est fondamental. Alors, mais juste une petite conclusion, c'est que rien n'est jamais perdu et qu'il y a des victoires dont on n'entend jamais parler. Sur les EHPAD, il n'y a toujours pas de loi grand âge, à mon grand désespoir. Ils attendent peut-être que je revienne un jour. Mais pendant plusieurs années, on s'est battu, par exemple, sur une taxe injuste, c'est-à-dire que les hôpitaux payaient une taxe sur les salaires. 4 milliards, ça coûtait. Et ça a été supprimé en 2025 grâce à un combat. Et moi c'est quelque chose, quand j'ai vu passer cet amendement, ça paraît bête. Mais je me suis dit, on n'a pas passé des nuits pour rien à leur expliquer les aberrations et qu'à l'impossible, nul n'est tenu et que je vais y arriver, Sylvie va y arriver, vous allez y arriver. Vive la 6e République et la sécurité sociale à 100%. Il faut y croire. Merci, Caroline.